Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes maître de conférence en sociologie et anthropologie à l'Université de Lille, si je ne me trompe pas, et vous allez nous parler de l'attachement comme moyen de dépasser le dualisme nature-culture en évoquant, je crois, notamment le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Voilà, moi je vous ai découvert à la faveur d'une lecture d'un article tout à fait intéressant que je recommande parce qu'il se trouve sur Internet facilement, qui s'appelle Dualisme nature-culture à l'épreuve du paysage et dont le sous-titre est Regard sur l'industrie comme un élément du paysage naturel. Merci, je vais partager mon écran tout de suite. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, effectivement, je vais vous parler de l'attachement aux différentes dimensions du paysage pour savoir si ça peut permettre un dépassement du dualisme nature-culture, puisque ce dualisme, donc cette séparation très occidentale entre des éléments qui seraient propres aux sociétés humaines et qui constitueraient la culture et d'éléments qui seraient totalement en dehors et qui seraient tout le reste finalement, qui constituerait la nature. Alors, je vous remercie parce que je dois avouer que alors, j'ai travaillé sur deux choses très différentes. Donc, l'émergence du patrimoine industriel dans le Nord-Pas-de-Calais dans le cadre de ma thèse, tout d'abord. Et puis aujourd'hui, je travaille plutôt sur la transition écologique et sociale, mais finalement, je ne m'étais pas encore posé la question que vous posez aujourd'hui, puisque je travaille donc davantage aujourd'hui sur les relations nature-culture dans un contexte de crise environnementale et sur les formes d'une écologisation des rapports au vivant en croisant les savoirs locaux et les usages sociaux de la nature et les politiques environnementales appliquées au territoire. Et donc, comme mon fond d'écran me trahit, voilà, après avoir beaucoup travaillé sur le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, je travaille à présent sur des territoires ruraux, littoraux méditerranéens. Donc, merci pour cette invitation. Et Bertrand Folage, vous avez écouté avec attention déjà il y a quelques semaines dans le cadre de votre intervention pour le collectif PAP qui fait des choses très, très intéressantes et que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de suivre sur paysage et transition. Et je dois dire que je me retrouve parfaitement dans vos propos et vos propos introductifs, en particulier autour de la double relation que chacun entretient au paysage, avec d'une part une dimension matérielle et objective à travers les éléments physiques du territoire, mais aussi une dimension immatérielle et subjective autour des perceptions, des représentations qui se forment via les usages des lieux et les relations intimes, affectives que l'on peut nouer avec eux. Et donc, c'est cette approche sensible à travers les parcours de vie des habitants, la diversité des attachements que j'essaye de travailler de plus en plus dans mes recherches. Pourquoi ? Parce qu'au fil des enquêtes, je me suis aperçu que les modes d'attachement au paysage et au patrimoine ne pouvaient pas uniquement s'expliquer en termes de classe sociale ou de catégorie sociale, comme on le fait un peu classiquement, beaucoup même en sociologie, parce qu'on se trouve depuis un moment maintenant avec une évolution forte des appartenances et des pratiques sociales au sein des territoires. Et on sait que l'on est passé à une individualisation des rapports à la nature et à la culture. Des chercheurs comme Bernard Calahorra et d'autres l'ont bien montré à travers la diversification notamment des pratiques récréatives et des loisirs nature. Donc certes, il y a une influence des groupes sociaux, mais les liens noués à un type de patrimoine ou à des espaces naturels et culturels ne sont plus d'abord, je pense, influencés par les normes du groupe. Les individus s'affranchissent finalement de ce qu'on pourrait appeler des contraintes de classe pour nouer des relations particulières, plus intimes, d'ordre de l'affectif, j'y reviendrai souvent, et liées on va dire, à la pluralité de leurs expériences dans, mais aussi hors cadre du travail. Voilà, il y a plusieurs auteurs comme Pierre Sanso et Augustin Berg qui ont beaucoup discuté là-dessus. Et donc, je pense que ces constats sont particulièrement importants à regarder et à analyser aujourd'hui, alors qu'on se trouve à un moment charnière, dans un contexte de crise environnementale aiguë, ça a été rappelé, qui rend obligatoire une véritable transition écologique et sociale, entendue comme une reconfiguration forte de nos modes de vie qui prennent en compte les limites planétaires, l'épuisement des ressources et l'érosion de la biodiversité.
Et se pose alors la question du renouvellement des regards sur les paysages, et en particulier, je pense, sur les paysages familiers, ceux qui nous sont proches, que l'on côtoie au quotidien ou que l'on peut côtoyer durant nos loisirs ou nos vacances. Au sein de ces paysages, il y a des éléments naturels et culturels, des éléments sauvages et anthropiques. J'aime parler de paysages mixtes, et il revient à la fois aux gestionnaires des lieux, mais aussi aux usagers, de définir finalement ce qui, parmi ces éléments, constitue un patrimoine, et donc un élément, on va dire, légitime, entre guillemets, du paysage, et ce qui est davantage considéré comme une nuisance ou une défiguration de ce paysage. Et évidemment, ça se pose de manière importante quand on évoque les éléments de certains secteurs professionnels, en particulier industriels, qui viennent s'ajouter au paysage. Donc moi, voilà, mon regard, quand je pense patrimoine, je ne pense pas d'abord patrimoine religieux ou historique, château, etc. Je pense industrie. Donc ça se pose avec cette question de patrimoine industriel et du secteur charbonnier dont je vais vous reparler. Et puis, ça se pose aujourd'hui, ça a été évoqué, avec la transition énergétique, la question de l'intégration des panneaux solaires ou des éoliennes, afin de voir quelle est leur place à la fois comme élément du paysage, comme potentiel patrimoine et comme élément de transition. Donc, je vais dérouler mon intervention en 3 temps. Donc, tout d'abord, revenir sur l'intégration d'éléments industriels au paysage dit naturel, comme une question de cohérence territoriale, en prenant l'exemple du bassin minier, puis essayer de voir quels facteurs est-ce qu'on peut faire émerger de cette expérience du patrimoine industriel pour une conciliation entre patrimoine et transition, pour conclure sur l'importance du respect de l'identité territoriale pour pouvoir faire patrimoine et transition. Donc l'intégration des éléments industriels au paysage naturel. Alors, donc il y a quelques années maintenant, puisque ça va bientôt faire 20 ans que j'ai soutenu ma thèse, ça passe vite. Donc, j'ai beaucoup travaillé donc, sur l'émergence des patrimoines industriels en Nord-Pas-de-Calais, et en particulier dans le bassin minier, où la disparition totale de l'activité charbonnière en tant que source de travail était remplacée, entre guillemets, par une mise en patrimoine, notamment via l'action muséale, le type musée de société, mais aussi la sauvegarde de traces matérielles subsistantes. On en verra des exemples. Et le processus était intéressant parce que les anciens travailleurs se sont réellement approprié leur outil de travail pour lui redonner de la valeur, une valeur culturelle, identitaire, qui n'était pas évidente. Pas évidente parce que durant les périodes de pleine activité, ce type d'industrie travaillait de façon très verticale. J'ai mis ici autoritaire, puisque les carreaux de fosse, c'est-à-dire vraiment les sites d'exploitation, étaient isolés, étaient entourés de hauts murs, inaccessibles aux non-mineurs ou à leurs familles. Et dans les familles, justement, il n'y avait souvent pas de transmission volontaire du métier de mineur. L'espoir, c'était plutôt que les enfants sortent de la mine et puissent trouver des emplois moins pénibles. De ce fait, on aurait pu croire qu'à la fermeture des mines, tout allait disparaître, y compris les bâtiments, les machines, les outils, pour enfin tourner la page. Or, il n'en a rien été. Les ouvriers, les contremaîtres en particulier, se sont lancés dans une véritable course à la récupération de matériel, en concurrence d'ailleurs avec le patronat, mais ça c'est une autre histoire. Et le bassin minier a vu ainsi fleurir de nombreux lieux de mémoire, donc plus d'une dizaine de musées de société, la conservation de sites complets, ou en tout cas plus ou moins complets, la conservation de chevalement. Vous avez un exemple ici à gauche, c'était les anciennes tours d'extraction qui permettent de remonter le charbon et de descendre les mineurs. Et puis les terris qui ont été évoqués, qui sont nos montagnes de pays plats que vous reverrez plusieurs fois. Donc les débuts n'ont pas été simples. Donc là, vous avez le carreau de fosse du 9-9 bis de Wany. Les débuts n'ont pas été simples quand même, et les municipalités qui accompagnaient ce mouvement de collecte et de sauvegarde étaient souvent montrées comme réfractaires au changement, véhiculant une image noire, sale et polluante du territoire. Mais il y avait sans conteste une demande forte de la part des habitants de pouvoir, alors justement pour aller de l'avant, assimiler son passé,
un passé qui avait fortement structuré tous les aspects de la vie. Hein. C'est plus qu'un travail mineur. Hein. Ça a structuré tous les aspects de la vie sociale, culturelle, économique et politique. Et donc, assimiler son passé en faisant un instrument de fierté, fierté du lourd travail accompli, fierté d'avoir répondu à l'appel de la France d'après-guerre pour produire toujours plus, pour redresser le pays. Hein. On a des affiches et des slogans. Fierté des techniques et des technologies développées à partir de l'activité minière. Et enfin, fierté des avancées sociales que l'activité minière a permis en matière notamment de protection des travailleurs et de prise en charge de la santé. Alors, le résultat de cette mobilisation, en 2012, le bassin minier Nord-Pas-de-Calais est classé, enfin plus exactement inscrit à l'UNESCO en tant que patrimoine mondial au titre des paysages culturels évolutifs. À partir de là, voilà, ce qui était une honte, un stigmate, devient patrimoine de l'humanité. Et les traces industrielles sont intégrées durablement aux paysages légitimes et aux paysages reconnus. Alors, quelle analyse est-ce qu'on peut faire de ce cas pour le questionnement industrie-nature? C'est que déjà, l'industrie et la nature sont souvent perçues comme opposées et l'arrivée d'une usine est rarement considérée comme un bienfait pour un paysage ou aux abords d'un patrimoine plus historique. Mais force est de constater qu'il n'est pas possible de rester sur une opposition binaire industrie-nature, qui est aussi une opposition sauvage, artificielle ou nature-culture, opposition pour lesquelles les activités humaines seraient nécessairement des ennemis de la nature et pour les industries des séquelles monstrueuses. On l'a beaucoup vu, dit et écrit. Alors, bien entendu, je n'aborde pas la question sous l'angle des pollutions et des dangers réels encourus par l'ensemble du vivant du fait d'une partie des industries, Bertrand Follet l'a bien rappelé, mais ce que je pose ici, c'est qu'il n'est pas possible finalement de balayer d'un revers de main les liens entre paysage et activité humaine, parce que l'industrie est emblématique d'un choix de société. Elle peut déranger, elle pose de réels problèmes environnementaux, mais elle ne résulte que de l'activité humaine. Elle n'est pas un accident involontaire dans le paysage. Et j'ai envie de dire un petit peu qu'il faut assumer quelque part les éléments de l'industrie. À partir de là, je me dis ils sont à considérer comme un des éléments qui composent la nature, tout comme les humains et leurs artefacts font partie de la nature. Donc là, je sors un peu du dualisme nature-culture à l'image de ce que peut nous dire Philippe Descola. L'idée, c'est que c'est un tout et que surtout, c'est un choix. Et tout ça, finalement, pour dire que des éléments qui apparaissent aujourd'hui peut-être comme des obstacles à la conservation d'un paysage ou comme des patrimoines encombrants face à une attendue transition écologique et sociale ne sont que des parties d'un tout inextricable et que l'on va devoir apprendre à faire cohabiter. Alors, Augustin Berg nous décrit le paysage comme l'environnement qu'une société perçoit, qu'elle symbolise, qu'elle aménage. C'est donc l'idée d'une mise en scène de l'espace pour lui donner un sens, pour l'inscrire dans la vie sociale. Donc ça, c'est particulièrement important. On voit que ce qui va guider finalement les perceptions et les choix, c'est l'ancrage sur le territoire, avec dans ses différentes dimensions, l'appartenance culturelle, Jean-Robert Pitt l'avait bien redit, mais aussi, et là c'est Pierre Sansot qui soulignait l'importance du cheminement personnel, dont le fait de l'importance de à la fois l'appartenance au groupe, mais aussi l'importance du vécu et du cheminement personnel. Et partant de ce constat, l'importance du paysage dans la vie sociale et culturelle, je pense, est posée avec l'idée que les paysages ou les éléments de ces paysages ne sont pas des plus décoratifs, mais permettent réellement de formuler, de rendre visibles des représentations pour les habitants et ainsi permettre finalement une appropriation des usagers, en sachant que cette appropriation apparaît vraiment fondamentale pour dire paysage et après pour discuter éventuellement évolution des paysages et transition. Alors, quels facteurs donc, pour une conciliation entre patrimoine et transition? Voilà, je vais revenir sur la question de l'appropriation et du sens.
Parce que si on poursuit sur cette approche sensible et affective du paysage, on peut dire que le paysage relève d'une relation intime que l'être humain entretient à son environnement. Et on peut comprendre à partir de là les mobilisations fortes contre des projets qui viendraient dénaturer l'image que l'on a de son espace de vie. Parce que ça sera envisagé ici comme une déformation du paysage, mais aussi de ses habitants et de ce qui fait leur identité. Il est donc important de s'arrêter sur la valeur que les usagers vont accorder au paysage et à ses composantes. Odile Marcel, qui est là d'ailleurs, nous l'a bien dit déjà en soulignant que les paysages ne résultent pas des hasards de la nature, ni du seul effet d'intentions techniques visant l'utile, mais des valeurs qui s'y incarnent. Et donc là, on a les valeurs de l'attachement aux éléments du patrimoine qui sont particulièrement importantes parce que, au-delà des formes réelles, concrètes que peuvent prendre les objets ou les ensembles d'objets et les configurations de paysages, ce sont les valeurs de l'attachement qui vont créer le beau, finalement, le précieux, le digne d'intérêt. On est vraiment dans le registre des émotions. Maintenant, est-ce que cet attachement au patrimoine ou est-ce que cet attachement à des éléments est compatible avec une évolution des paysages dans le cadre d'une transition écologique et sociale? Je vais reprendre l'exemple du bassin minier. Alors, il est évident qu'au plus fort de l'exploitation, vous en avez un exemple là, c'est le carreau de Walers-Arambert, les éléments industriels figuraient plutôt une déformation du paysage et un cadre de vie contraint plutôt que désiré. L'exploitation charbonnière a entraîné beaucoup de nuisances, en particulier le bruit des machines d'extraction, des machines de transport du charbon, la poussière forte émanant du rejet des stériles. Ce sont les roches et les terres qu'on extrayait du sous-sol, qu'on appelait stériles, parce que ce n'était pas du charbon, donc pas utile pour l'énergie, mais ce n'est pas des roches stériles, ce sont des schistes, qui ont donné naissance aux terris que vous voyez à gauche de l'écran. Donc, les rejets de ces stériles généraient beaucoup de poussière. Et donc, vivre dans ce paysage était finalement une gageure. Le territoire a en effet subi une forte dégradation environnementale, en particulier parce que les terrils, notamment, ont été érigés sur les seuls espaces disponibles. On ne pouvait pas les mettre ni sur les territoires agricoles, ni sur les terres potentiellement constructibles. Et donc, ils ont été déversés, ces rejets de l'activité, sur les zones naturelles, et en particulier les zones humides et les milieux boisés. Sachant que la région Nord-Pas-de-Calais est déjà pas gâtée en zone naturelle, mais beaucoup de zones humides ont disparu au moment de l'activité minière. Et puis, il y a aussi les atteintes à la santé des mineurs, la silicose notamment. Mais il y avait un enjeu économique, un enjeu de développement, un enjeu énergétique et politique. Et c'est cette priorité qui a guidé avant tout les choix de transformation de ce territoire. Malgré tout, il y a eu un retournement de la situation à la fin de l'activité. Alors, on va dire en 20 ans, si on prend comme point de départ la dernière remonte, c'est-à-dire la dernière gaillette, morceau de charbon remonté à Wany fin 1990, mais ça s'est étalé des années 60 aux années 90. Mais donc, on peut dire qu'en 20 ans, le paysage minier imposé est devenu un des points forts d'une transition environnementale et du territoire. Ce n'était pas gagné d'avance. Le bassin minier, alors en particulier grâce à ces différents éléments, dont les terris qui étaient pourtant fortement décriés, les étangs d'affaissement, etc., sont devenus, ces espaces miniers, des hotspots de biodiversité, les terris en particulier, dans les Hauts-de-France. C'est là qu'on a les hotspots de biodiversité dans la région. Et toutes ces traces sont devenues des piliers des politiques, des trames vertes et bleues, des corridors écologiques, finalement issus du modelage industriel de la nature. Et puis aujourd'hui, exemple de terris d'une part et d'étangs d'affaissement de l'autre.
Et les initiatives aujourd'hui se multiplient pour faire de ce territoire a priori non durable un lieu d'expérimentation de la transition. Alors, voilà, rapidement, hein, sur différents aspects, mais en matière de transition alimentaire, on parle de territoire nourricier. Dominique Hayes en avait parlé à un colloque PAP justement il y a quelques années. En matière de santé également, à travers vraiment l'accent mis sur les mobilités douces et puis les activités sportives. Donc, nous sommes ici face à un cas où le patrimoine industriel fait paysage et support de transition. Et donc, à partir de cet exemple, nous pouvons demander à partir de quand un élément matériel, industriel, devient patrimoine et est-ce que c'est la condition pour qu'il soit durablement intégré au paysage. Alors, concernant les terris, mais je ne vais pas trop en parler parce que Michel Desvignes va en parler cet après-midi. Alors, presque 300 dans tout le bassin minier, il en reste 238, je pense. Ils étaient décriés durant l'exploitation, notamment à cause des poussières générées qui s'infiltraient jusque dans les habitations, mais ils ont très rapidement changé d'image avec la fermeture des mines. Dans le plat pays qui est le nôtre, ces drôles de montagnes ont suscité à la fois la curiosité des plus sportifs, puis l'attention des naturalistes. Et une mobilisation d'ampleur s'est formée pour les préserver, alors qu'à un moment, il était question de les araser ou de les réexploiter, ce qui a été fait pour une partie d'entre eux. Et il s'est avéré également qu'au bout de quelques années laissées au repos, ces terris ont vu se développer une faune et une flore très particulières, enrichissant considérablement la biodiversité locale. Et donc, ce patrimoine industriel devenait ainsi un patrimoine naturel. Alors, est-ce que c'était devenu un élément du paysage? Oui. Dans la continuité du classement ou de l'inscription UNESCO du bassin minier Nord-Pas-de-Calais, le 28 décembre 2016, l'ensemble de la chaîne des terris est classé au titre de la loi paysage de 1930. Alors, quand je dis l'ensemble de la chaîne des terris, plus exactement, c'est 68 terris pris sur l'ensemble de la chaîne qui ont été classés. Les autres, finalement, en bénéficient. C'est un petit peu comme les parcs nationaux avec cœur de parc et zones d'adhésion. Et donc, les terris les plus emblématiques, et en tout cas cette trame, ont été classés au titre de la loi paysage de 1930 sur des critères pittoresques et historiques. Et pour le territoire, c'est important, c'est l'assurance d'une reconnaissance ou d'un nouveau pas dans cette reconnaissance du patrimoine industriel comme élément. Et là, je cite ce qu'on peut trouver sur les sites internet des gestionnaires et des acteurs de ce bassin minier, un élément de patrimoine participant à la notoriété du paysage français. C'est quand même fort que la mine participe à la notoriété du paysage français. Donc, la gestion mise en place autour de ces terris depuis cherche à la fois à concilier un impératif écologique, puisque ça permet d'accueillir la biodiversité, de servir de corridor, mais aussi un impératif social. Il s'agit de transmettre la mémoire de l'activité minière et donc l'identité ouvrière et industrielle du territoire. Et c'est là que c'est intéressant, notamment parce qu'il n'est pas question de laisser largement les terris se reboiser, parce qu'il y en a d'autres en France, des terris, et souvent c'est politique qui sont adoptés. Là, il ne s'agit pas de laisser les terris se reboiser pour les faire disparaître dans un paysage naturel, mais à la fois de permettre le retour d'espèces, mais de garder l'aspect anthropique des lieux. Donc, je pense qu'on a assisté ici à un exemple réussi d'intégration paysagère de l'industrie. Alors, sur quels critères est-ce qu'elle s'est faite, en particulier pour les terris? Alors, certes, des critères écologiques indéniables, parce que des associations environnementales se sont créées autour de cela, mais ce n'est pas d'abord l'argument écologique qui a mobilisé l'ensemble des habitants du bassin minier. Je pense que ce qui a compté avant tout, c'est l'attachement des habitants à leur histoire, à leur mode de vie, à un type de sociabilité minière très spécifique. Alors, l'idée d'une solidarité du monde de la mine, même s'il ne faut pas la surinterpréter, mais il y a vraiment ça, l'idée d'une solidarité du monde de la mine qui est parvenue à transcender les clivages
sur le territoire, en particulier les clivages d'origine, puisqu'on a des travailleurs qui sont venus de nombreux endroits. Et cette réappropriation de leur paysage, finalement, était voulue par les habitants pour pouvoir enclencher avant tout une transition sociale. Alors, même si, évidemment, ce n'est pas été explicité de la sorte au moment de la patrimonialisation, mais il s'agissait quand même d'affirmer la légitimité culturelle locale, la légitimité des savoirs, la légitimité des savoir-faire, donc professionnels et non professionnels, mais aussi, je pense, de mettre en avant une capacité de résilience et d'adaptabilité. Et il en a fallu et il en faut encore dans le bassin minier. Alors, la transition écologique, quant à elle, a été portée plutôt par les associations militantes et les institutions, mais elle a été intégrée ensuite par les habitants qui ont fait du paysage minier leur paysage et leur patrimoine naturel. Je pense que l'on peut parler ici de manifestation de capacité, au sens donné par Amartya Sen, de la part des populations. Alors, capacité, pourquoi? Parce que les habitants du bassin minier, il faut savoir qu'ils sont dans une proportion supérieure aux moyennes régionales et nationales encore aujourd'hui, en grande difficulté sociale et économique souvent. Et affirmer leur attachement au paysage, affirmer leur attachement au patrimoine, c'est quelque part affirmer une capacité de choix et la liberté de pouvoir décider comment doit évoluer leur cadre de vie et ce qu'il doit être. Et cela était particulièrement important dans ce territoire où la mine a constitué une industrie, on appelait ça l'industrie totalisante, je l'ai évoqué un petit peu, prenant en charge les travailleurs et leurs familles, on disait du berceau à la tombe, parce que la santé, les écoles, le travail évidemment, le sport, les loisirs, les habitats, tout était géré par les mines et ça ne laissait pas en fait de marge de manœuvre ou de réelle initiative pour les habitants. Donc se réapproprier leur paysage et leur patrimoine et décider de comment devait évoluer leur territoire, c'est vraiment reprendre en main finalement leur vie et leur territoire. Et donc, je terminerai donc sur l'importance du respect de l'identité territoriale pour faire patrimoine et transition, parce que je pense que le cas du bassin minier Nord-Pas-de-Calais est particulier. Il n'est pas nécessairement reproductible en d'autres lieux. Je pense à un article de Marion Fontaine qui avait aussi essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire des restes des industries charbonnières et qui avait montré que dans le bassin minier de Provence, ce n'était pas du tout la même chose que dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Donc, il est important d'étudier les contextes culturels, socio-économiques particuliers et de saisir les repères des habitants et leurs attachements particuliers. Parce que, je reprends une citation de Cadieux et Luginbull, les formes paysagères ne peuvent pas être dissociées ni des pratiques de l'espace qui les façonnent, ni des coutumes, ni même du langage dans lequel on peut espérer retrouver les signes d'une reconnaissance populaire du pays. Ça veut dire que pour réellement comprendre la perception du paysage et son vécu, il faut faire un détour historique, il faut observer la vie sociale, les pratiques culturelles, regarder les gens derrière le tableau et considérer que le paysage, finalement, c'est le résultat d'une rencontre entre un espace et ceux qui le vivent. Comme l'ont souligné Perrault et Magot, l'existence du paysage va dépendre du type de fusion qu'opèrent les acteurs entre des indices spatiaux et des indices temporels. Donc, un patrimoine compatible avec la transition, j'ai envie de dire que c'est un patrimoine qui s'insère dans un paysage vécu. C'est ce qui mêlerait différents éléments représentatifs d'un territoire, lesquels seraient perçus comme un tout, un ensemble homogène, alors pas forcément dans la forme, parce que forcément un chevalement, un terri et un marais, c'est forcément différent dans la forme qu'ils ont, mais un tout homogène dans le sens qu'on accorde à ces différents éléments, dans la cohérence d'ensemble. Et si on en revient à l'importance justement de la cohérence pour le territoire des éléments y insérés ou non, je pense qu'il y a des éléments qui sont présentés comme favorisant aujourd'hui une transition énergétique, mais qui n'ont pas du tout d'accroche territoriale, qui ne font pas sens pour les habitants,
qu'ils ne sont pas non plus initiés par eux, ils rencontreront nécessairement de la résistance ou du rejet. Et on le voit avec les grandes préconisations internationales pour un développement soutenable ou les politiques nationales, on voit qu'avec ces deux niveaux, il est souvent considéré qu'on peut appliquer uniformément des mesures parce qu'elles s'appuient sur de bonnes raisons. Mais dans les faits, ce n'est pas aussi simple. Alors, j'avais mené une petite étude toujours dans le Nord-Pas-de-Calais sur la perception du risque inondation par les habitants d'un territoire, un territoire particulier, le Marais Audomarois, que certains connaissent peut-être. Et ça m'a permis de mettre en avant qu'il n'existait pas une seule appréhension des inondations, ni aucune peur qui serait commune à tous, mais au contraire des capacités d'adaptation spécifiques. Les gestionnaires voulaient que je leur dise quelle perception du risque inondation avaient les habitants pour les sensibiliser, mais moi je leur ai dit en fait ils n'ont pas peur des inondations. Je ne vais pas trop développer, mais voilà, ils ont choisi de vivre en marais et donc ils connaissent finalement leur milieu. Et j'en ai conclu en suivant des spécialistes, notamment la question du risque inondation, comme Julien Langumier ou Sophie Bretéché, que j'en ai conclu que donc, le risque inondation, la gestion du risque inondation devait revêtir une dimension culturelle et localisée parce que les populations ont des représentations, des vécus spécifiques et que c'est en fonction de ça qu'elles vont réagir et pas parce que oui, il faut mettre en place telle politique parce qu'aujourd'hui, il faut gérer les risques d'inondation, parce qu'il faut gérer la transition énergétique. Oui, mais on ne peut pas, voilà, on peut pas appliquer ça de façon un peu, encore une fois, autoritaire et uniforme. Il faut s'adapter aux représentations et aux vécus. Et je pense que c'est la même chose pour la transition et le patrimoine. Rien n'est irrémédiable. Les oppositions, les adhésions peuvent être fluctuantes, mais il convient d'accepter, je pense, tant pour les usagers que pour les gestionnaires et les décideurs, qu'il n'existe certainement pas un seul bon modèle et qu'il convient avant tout de travailler les schémas, les aménagements et les solutions à l'échelle des territoires de vie. Donc, je conclurai là-dessus. La nécessité évidemment d'une analyse qualitative des situations de blocage quand elles se présentent, mais l'idée aussi surtout de partir des sens accordés au lieu de vie. C'est en partant de ces sens, je pense, que l'on pourra aborder une transition non violente qui soit acceptée et qui puisse réellement fonctionner et durer dans le temps. Et comme on parle de transition énergétique et différentes sources d'énergie, voilà, je pense que là, avec la nouvelle transition énergétique qui est en train de s'opérer ou qui va s'opérer, il est important de ne pas refaire les erreurs commises au moment de l'édification des barrages hydroélectriques. Parce qu'aujourd'hui, les lacs de barrage, ça nous paraît comme un élément naturel. Certains parlent par exemple de la retenue d'eau de Serre-Ponçon comme un haut lieu de nature exemplaire des Hautes-Alpes, sauf que c'est un aménagement industriel. Et au moment de l'édification des barrages hydroélectriques, ça a été d'une grande violence symbolique et physique pour un certain nombre de communautés rurales et de communautés montagnardes qui ont vu balayer leur attachement à un milieu naturel et culturel, disparaître une connivence qu'ils avaient construite à la nature et une adaptation à un milieu rude mais qu'ils appréciaient. Alors, c'était pour la bonne raison, pour l'électricité pour tous, pour le progrès, etc. Mais je ne vais pas dire ce qu'il fallait faire, pas le faire, mais voilà, ça a été fait. Enfin, il y a un documentaire, je pense, qui est accessible, qui montre bien que pour les communautés villageoises, c'était une violence forte. C'est le fait en particulier que ça vienne comme ça, s'écraser sur eux, sans qu'ils aient finalement ni leur mot à dire, ni leur avis à partager, ni leur expérience ou leur solution alternative à proposer. Donc voilà, j'en ai fini. Je n'ai pas regardé le temps que j'avais mis, mais j'ai essayé de ne pas faire trop long. Merci. Merci beaucoup, Hélène Melin. Peut-être qu'il y a des questions dans les participants, enfin les auditeurs qui sont inscrits au nombre de 123 à ce temps du
Et donc, peut-être qu'il y a des questions, je ne sais pas. La question sur... Avez-vous des conseils bibliographiques pour explorer les propos de Philippe Descola? Allez-y. Philippe Descola, allez-y. Beaucoup. Alors, bon, il y a son ouvrage. Alors, je ne sais pas si mon écran a été départagé. Non, je vais arrêter le partage, peut-être. Voilà. Oui, beaucoup. Alors, son ouvrage phare à Philippe Descola, c'est Par-delà nature et culture, paru en 2005. Bon, il est peut-être quelquefois un peu, bon, il est épais, un peu rude à lire, mais très complet. Mais bon, bon, voilà, j'ai pas les références là, mais je pourrais, si vous me laissez un mail, vous en envoyer d'autres. Voilà, il a fait des petits ouvrages et un article justement sur la transition écologique et l'évolution de nos relations à la nature qui sont très intéressants. Oui, peut-être qu'il est plus accessible à travers ses propos au Collège de France qui sont accessibles sur Internet, puisqu'il a fait des lectures pour le Collège de France. Voilà. Tout à fait. Mais il est parti, parce qui est intéressant, c'est évidemment le fait qu'il, comme tout anthropologue, il part d'une réalité de terrain et puis il développe à partir de ça, et c'est son expérience, c'est celle auprès des Jivaros en Amazonie, où il s'aperçoit qu'en fait, leur relation effectivement à la nature est dans un continuum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture en effet. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est beaucoup sur son expérience, parce qu'il s'aperçoit que c'est vrai en fait pour plein de populations dans le monde. Et du coup, de fait, c'est une spécificité occidentale que d'avoir coupé comme ça l'homme de la nature en considérant que l'homme était en dehors de la nature ou que la nature était en dehors de l'homme. Enfin, voilà, ça part de ça. Et c'est pour ça que c'est très important, parce que beaucoup de philosophes aujourd'hui s'appuient sur cette réalité anthropologique, si j'ose dire, de terrain. Il y a aussi, complémentairement ou parallèlement à Philippe Descola, je pense que c'est intéressant de citer Tim Ingold, qui est anthropologue écossais et qui également développe beaucoup d'idées intéressantes. On n'aura pas le temps de le faire ici, mais on pourrait faire un colloque anthropologie et paysage, ce serait génial. Oui, c'est qu'il commence à avoir pas mal de références intéressantes et de croisements de regards. Je pense à Catherine et Raphaël Larère, qui croisent philosophie, sociologie, anthropologie et éthique environnementale pour revenir aussi sur ce fameux grand partage. Raphaël Matevé, qui est écologue, mais qui travaille beaucoup au niveau des sciences sociales, et dans la même veine, Anne-Caroline Prévost, au Muséum d'histoire naturelle, qui travaille avec une psychologue de l'environnement, Cynthia Fleury, donc qui montre que de toute façon, ce dualisme nature-culture chez nous est en train de se fissurer. Que de toute façon, Philippe Descola nous dit, bon, il ne faut pas être caricatural, on a diverses appartenances et références ontologiques. Le dualisme, c'est ce qu'appelle le naturalisme, c'est lui qui prévaut, mais en fonction des circonstances, on peut mobiliser d'autres appartenances, et là on voit que ça se fissure et que de nouveaux liens finalement se créent. On a une question dans la salle de Sylvain Allemand qui va se présenter devant la caméra. Et tu peux même mettre Alors, merci beaucoup Hélène Melin pour votre intervention extrêmement éclairante. Et puisqu'on en est à citer des auteurs, je voulais savoir si dans votre cheminement, dans vos réflexions, vous aviez croisé un auteur alors australien, philosophe, Glyn Albrecht, dont on a eu récemment la traduction d'un de ses ouvrages, L'émotion de la Terre, et qui nous propose entre autres notions, c'est lui qui l'a forgé, la solastalgie. Et qu'est-ce que la solastalgie? Bon, ce n'est pas la nostalgie d'un Du Bellay qui attristé en étant loin de son pays, c'est le sentiment qu'on éprouve à voir son territoire de vie, son territoire quotidien, transformé de manière radicale, avec le sentiment d'avoir aucune prise sur
les facteurs de transformation de son territoire de vie. Et donc, cette notion de solastalgie m'a beaucoup intéressé. Je l'évoque dans le livre dont on parlera tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez croisé? Est-ce qu'elle vous semble utile pour comprendre les réactions des populations du Nord par rapport aux transformations de leur paysage minier? Alors, c'est une approche très intéressante que j'ai pas vraiment travaillé. Donc, voilà, je suis bien contente que vous l'évoquiez tout à l'heure. Mais c'est vrai que si on prend des auteurs australiens, il y a des choses très intéressantes qui nous viennent de l'Australie. Je pense à d'autres auteurs comme Val Plumwood, notamment, et à tous ces auteurs qui sont dans la mouvance, on va dire, écoféministe, mais qui ouvrent également de nouvelles perspectives sur les relations qu'on peut nouer avec ce qui nous entoure et sur ce qui joue dans nos réactions et dans nos appartenances ou nos rejets, ou des gens comme David Schlossberg aussi, qui développent des éléments très intéressants autour de ce qu'on appelle maintenant les humanités environnementales. Je rappelle peut-être les auteurs autour de la perception du risque inondation. Donc, Julien Languinier, effectivement. Sophie Bretéché, j'écrirai dans le chat. Et aussi Magali Regazza-Zit, parmi, voilà, mais très intéressant. Et il y a aussi Alexis Metzger aussi sur ces questions. Merci à vous. Merci beaucoup, Hélène Melin. Merci. Merci.